Salut à tous et à toutes, bienvenue sur l'archipel Shabondi, notre nouvelle chaîne YouTube consacrée à One Piece. ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece 羅針盤なんて渋滞のもと熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かのバイオリズム乗っかって思い過ごせばいいありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are on the girl We are Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque que les plus anciens qui me suivent connaissent déjà. Alors, c'est pas pour un feat aujourd'hui, c'est vraiment pour son interview à lui. Parce que voilà, moi récemment, j'ai lu un livre, je vais vous raconter un petit peu. J'ai lu un livre long, chiant, très peu intéressant. C'était Madame Bovary de Flaubert. Du coup, j'ai arrêté en cours de route et je me suis mis à lire quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui est Mangashi, fait par mon petit pote Maxime. Ça y est, il a sorti son livre. Je suis très très fier de lui d'ailleurs. Franchement, c'est trop trop cool de voir les potes qui réalisent leurs projets. Mais ma première question, c'est Maxime, comment tu vas? C'est la meilleure Eh des ben, questions, ça, je trouve. écoute, ouais, c'est une question très smooth qui fait plaisir. Bah Ça ouais, va super, très content d'être là pour cette interview. Comme tu dis, il y a longtemps, on a fait ouais, des. ouais, ouais. Une époque où ni toi ni moi n'avions de barbe, on a fait des feats. C'est Et vrai, là, voilà, tu ouais, me c'est proposes vrai. une interview pour que je parle de mon livre, donc ça fait trop plaisir. Non, mais attends, c'était obligé parce que du coup, comme je t'avais dit juste avant en off, la chaîne, elle a pris, enfin, de mon côté, elle a pris un autre tournant où je veux vraiment parler de bande dessinée pure et dure, plus dans l'analyse et plus, euh, même si j'ai fait un petit peu de review très légèrement, mais vraiment plus dans l'analyse, plus dans le fait de faire intervenir des personnes qui ont pu faire des ouvrages sur la BD comme toi tu l'as fait, au sens large du terme. On le verra un peu plus en profondeur tout à l'heure et des auteurs et cetera, et donc voilà et donc du coup, ma question justement du fait que, tu sais, on a eu ce parcours où on se connaît depuis, moi je te connais depuis la room en fait, depuis, l'époque où on t'appelait Flippies, d'ailleurs je sais même pas si sur l'archipel on t'appelle encore Flippies en vrai? Il y a plus, c'est pas qu'il y a plus d'archipel, mais je suis quand même très très peu productif, donc Ouais, j'ai ouais, non, bien sûr. progressivement abandonné le pseudo en ayant comment dire, en sachant que j'allais me mettre à faire des livres, etc. Je me suis Ouais, dit bon, ouais. c'est plus stratégique d'utiliser le prénom et le nom pour être plus identifiable qu'avoir le pseudo, le nom prénom, le machin, le Ouais, ouais. truc. OK, justement, c'est d'où ma question parce que du coup, tu sais, il y a eu ce truc donc on a fait, il y avait même eu, la Ligue des youtubeurs comiques, je crois à un moment, je sais même plus comment ça s'appelait. Possible, ouais. Puis, C'était fou. puis, je t'ai rejoint avec Plasmou, sur, l'archipel pendant un court temps aussi. On était ensemble, puis, finalement, vous aviez, continué ensemble, pour revenir à la genèse du projet. Mais aujourd'hui, finalement, sachant que tu as sorti un livre, c'est qui Maxime Gandron, finalement? Je suis même pas sûr. Parce que c'est Maxime Gandron ou Gendron? Parce que tu sais, Gendron. Gendron. Gendron, ouais. C'est qui J'ai finalement Maxime Gendron? Est-ce que c'est tellement un pas la griffe youtubeur? du Est-ce que c'est un désolé. auteur? Est-ce que moi j'ai toujours appelé Maxou, tu vois? Je dirais, c'est difficile. En vrai, ça fait un peu réponse des petits oiseaux, mais je dirais que c'est un passionné avant tout. Ouais. Euh, L'idée, c'est vraiment que j'ai des passions qui tournent globalement autour du manga de manière générale. Ça Mmh. peut être son histoire et son économie. Des fois, ça peut être des gros focus sur One Piece parce que je vais avoir des grosses périodes de One Piece, mais le noyau commun de tout ça, c'est le manga. Et je dirais
créateur de contenu. Alors pas dans le sens, j'aime pas trop le sens en mode, pour pas dire vidéaste ou youtubeur ou tiktoker, Ouais, ce ouais, que ouais. sur TikTok spécialement. Mais c'est plus le côté, j'aime créer autour du manga et ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des fois quand je travaillais dans la maison d'édition Les Moutons Électriques, bah, j'ai activement participé à éditer vraiment en tant qu'éditeur des livres Ouais. sur le manga. Là après, il y a eu ce mémoire que j'ai transformé en essai, donc plus le versant auteur. Il y a eu pendant longtemps, et ça arrive encore, qu'il y ait des vidéos, donc on va dire le côté plus youtubeur. Ouais, ouais, Je bien fais des sûr. conférences depuis à peu près 8 ans maintenant sur le manga et sur des fois One Piece, encore une fois, parce que voilà, je suis un gros fan, mais il y a ce côté, voilà, créer du contenu autour du manga, ça peut prendre différentes formes en fonction des opportunités, des envies, des possibilités. OK. Mais tu vois, justement, tu parles de ta passion du manga. Je me demandais, en fait, finalement, c'était quoi ta toute première lecture? Est-ce que c'était un manga? Est-ce que c'était un comics? Est-ce que c'était de la BD? Et finalement, c'est quoi ta première lecture aussi, des 3 types de bandes dessinées que tu as pu lire, en fait? Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ça t'a procuré quoi, finalement? Je crois les plus vieux souvenirs que j'ai, je pense que c'est les Tintins et les Astérix de mon papa. Bon, bah, c'est la base, en fait, je crois qu'on a Il y tous avait commencé voilà. par là, en vrai. Et en vrai, moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est ceux de la maison où j'ai, grandi quasiment. Et c'était pas forcément à l'époque, genre la BD, c'était les trucs de «jeunesse» entre guillemets de mon papa qui étaient planqués dans leur chambre entre guillemets, sous une pile de vêtements. Voilà, c'était là parce que OK. il aimait toujours ses BD, mais c'était pas mis en En avant dans évidence, une ouais, ouais. bibliothèque, dans le salon, et cetera. Ce qui est le cas maintenant qu'il a, 600 BD et qu'il s'est remis à fond avec, sa passion. 600 Mais à BD, l'époque, mais voilà, moins de vêtements, c'était du coup. exactement. Et voilà, à l'époque, c'était ce truc de c'était caché, donc pas forcément accessible. Et je me souviens des fois que j'allais voir, j'étais là: «Ah tiens, des livres, des BD», je regardais les images, je lisais un petit peu. Et après le manga, c'était je crois à mon 10e anniversaire, un ami d'école qui m'a offert le manga Yu-Gi-Oh! Le 38e en plus, donc le OK. dernier volume. Et moi, on m'a offert un livre et je détestais la lecture. L'école me donnait pas du tout envie de lire, c'était à chaque fois des devoirs, ça m'énervait. Et J'ai en encore plus le un même manga problème aujourd'hui, hein, d'ailleurs, mais exactement. Et c'est le manga, en fait, c'est un manga se lit très vite évidemment, mais pour moi qui savais pas ce que c'était, on m'a offert ce truc qui était quand même aussi épais qu'un roman à l'époque qui me terrifiait. Je me suis dit: «Mais à quel moment on a cru que j'allais lire quelque chose comme ça?» Et en même temps, c'était Yu-Gi-Oh! Et j'étais déjà très fan du jeu de cartes et cetera et du dessin animé. Donc j'ai fini par le lire parce que, voilà, je connaissais l'animé, donc j'arrivais à peu près à situer, les personnages qui étaient dedans et tout. Et en fait, j'ai kiffé. Et pas longtemps après, il y a eu, je regardais beaucoup Yu-Gi-Oh! GX aussi et je me suis dit: «Putain, OK. si Yu-Gi-Oh! GX sort en manga, là, c'est sûr, je l'achète». Et par hasard, un jour, qui était pas du tout le jour pour, en plus, parce que je crois qu'on organisait c'était un soir de fête familiale avec mes parents et cetera. On va au Leclerc, je vais faire un petit détour par le rayon livre et boum, je tombe sur, GX, le tome Et 1 qui était et là, tu publié arrives, tu par fais: «Maman, Cavus. maman, maman, Exactement, maman!» même pas, j'ai été raqueter l'argent de ma petite sœur. Je lui ai dit: «Putain, Ah! j'ai rien sur moi, s'il te Complètement. plaît, genre dépanne-moi, je te rembourse et tout». Et elle a accepté et voilà, et j'ai Et il lu est toujours GX. en dette, à l'heure actuelle. C'est Exactement, il y a toujours les 5,50 € parce qu'à l'époque, un manga valait tellement pas cher, qui s'endettent. Et voilà, en fait, et je crois que j'ai dû le lire 3 ou 4 fois dans la même journée, ce tome 1 de GX. Et voilà, après, j'ai commencé à faire la série et puis, bah, progressivement, je me suis mis à Dragon Ball, Naruto, Bleach, Fairy Tail, jusqu'à One Piece. Enfin voilà, pendant le collège, j'ai vraiment baigné dans les gros blockbusters de l'époque. Et puis après, ça a débouché sur d'autres, comment dire? Affiner les goûts, les envies et cetera. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce parcours qui t'a amené du coup finalement à faire les vidéos de la room, Ouais. pour justement partager, tes lectures et cetera. Et d'ailleurs, depuis tout ton parcours, est-ce que tu as revu ta toute première vidéo postée sur YouTube et en vrai, qu'est-ce que tu as ressenti en la revoyant? Parce que j'ai essayé d'aller voir, tu vois, sur YouTube, voir si elle était encore dispo, mais j'ai tout ce que j'ai trouvé, c'est la première théorie One Piece que tu as faite à l'époque. Ouais. Mais je sais que d'office que c'était pas ça ta première vidéo, parce que je sais qu'il y avait les reviews et cetera Il y et avait beaucoup d'autres bails sombres. Il y avait ah ouais, ouais. beaucoup d'autres bails sombres. La toute première vidéo que j'ai fait, c'était avec un pote et c'était une vidéo où on se filmait en train de jouer à Yu-Gi-Oh! Et ça, OK. c'était pas sur la room, je crois que c'était encore une autre chaîne avant. Et tu l'as revu récemment? Non, je pense, je l'ai supprimé ou quoi, et je suis deg parce que, je sais Tu as un plus si c'était souvenir? sur la room ou pas. Je pense que c'était sur la room avant que je l'ai appelé la room, mais Mmh je mh. faisais aussi beaucoup de fan opening de Naruto et cetera et je m'éclatais à faire ça.
et je crois que je C'est les ai quoi mis en les privé. fan opening? Parce que je t'avoue, c'est quoi, Bah, genre en tu chantes? gros, non, 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 pas du tout. C'est genre, en gros, je prends des extraits de Naruto et Ah je ouais, prends une d'accord, OK. musique qui fait un peu opening et je compose un opening moi-même de Naruto. J'aimais trop faire ce genre de truc. Je l'avais fait pour One Piece et Naruto beaucoup et je crois que OK, je les ai mis en privé quand j'ai lancé l'archipel Shabondi avec One Piece, je crois. OK, Sauf que j'ai perdu le mot de passe de cet autre compte YouTube et du coup, à part ce qui est toujours public, comme donc les théories One Piece que j'avais laissées publiques, ouais, ouais, et ouais. ben j'ai perdu ces trucs-là malheureusement. Et Ah j'aurais aimé dommage. effectivement revoir un peu en nostalgie ce que je faisais il y a bientôt ouais, 14, 13-14 ans, je pense. Bah, sache que pour avoir revu la mienne il y a pas si longtemps que ça, c'est un curieux mélange entre nostalgie et malaise un peu. Parce que tu te dis: «Oh Est-ce que putain!» est-ce que tu as un peu de fierté quand même? Parce que tu vois, j'ai Oui, re-regardé les premières vidéos de l'archipel qui commencent à dater, je crois, d'il y a 10 ans maintenant. Et en vrai, c'était n'importe quoi. J'avais filmé avec ma tablette, j'étais imberbe, j'avais à peine muet, j'avais ma mais casquette même de Daffy Duck. Enfin, même physiquement, ça se voit que j'étais pas fini, tu vois. Il y a un truc, quand tu me vois, tu te dis, ouais, waouh, ouais, le ouais. gars, c'est vraiment le gars. Et en même Non, temps, je me suis mais dit, putain, genre, ça a mal vieilli. Et en même temps, je me suis dit, putain, j'ai fait ça il y a 10 ans, quoi. Genre, beh, ouais, enfin, déjà tu prends d'un un coup côté, de vieux j'étais parce un que peu tu dis: fier. «Putain, c'était il y a 10 ans». Ouais, j'ai eu un côté, genre, très cringe. Et ok, ça a mal vieilli. Et en même temps, putain, genre, fier d'avoir tenté un truc comme ça aussi jeune, Attends, entre guillemets. parce que si la première vidéo de l'archipel, c'était il y a 10 ans, je suis curieux de voir, c'était il y a combien de temps, première vidéo? Attends, je vais essayer de retrouver, parce que moi, elles sont toutes en non répertoriées sur YouTube, donc techniquement, je sais encore les voir. Ouais, parce que quand j'ai redémarré la chaîne, j'ai voulu repartir sur du 109 et enlever tout ce qui a été fait avant. Et Mais d'ailleurs, je ouais, quand suis tu pars sur des nouveaux projets, tu as souvent envie de faire ça et au final, longtemps après, tu te dis: ben en vrai, j'ai quand même envie de revoir parce que ah, mais maintenant c'était je il y a m'en 10 fous». ans aussi. C'était Ah ouais? Et Kick-Ass bah, et tu vois? d'ailleurs, enfin, je sais pas le partager là, mais et d'ailleurs, en plus, là, on le voit pas bien, mais en fait, c'était les premières miniatures de Plasmou qu'ils commençaient à faire Oh! pour, Collector, collector. ouais, ouais, c'est ça, c'est collector et tout, quoi, donc ah non, c'est génial. Non, mais allez, pour le coup, l'archipel, ça fait, bah, oui, 10 ans que tu as fait la première vidéo, mais quand même l'archipel, en fait, quand tu es arrivé sur l'archipel, il y avait déjà un gap, au niveau du montage, au niveau de tu sais, il y avait une certaine maturité et je trouve que c'est moi, honnêtement, à ta place, si je les revois, tu aurais plutôt ce sentiment de fierté, de nostalgie plus que de malaise. Malgré, tu sais, le côté pas fini, tu vois? Parce Oui, que oui. en fait, il y avait vraiment ce côté, cette volonté de vouloir proposer du contenu qualitatif et bah, ça s'est, confirmé par la suite et tu es arrivé au point où enfin, vous en êtes arrivé parce que tu étais pas tout seul, mais vous en êtes arrivé au point où vous en êtes aujourd'hui, grâce à ça justement et à cette mentalité-là, quoi et franchement chapeau parce que je trouve ça moi, génial, quoi. D'avoir pu participer un chouïa, d'être un micro-cheveu sur le projet, je suis très content d'ailleurs d'avoir été invité à participer donc c'était vraiment, très, très chouette. Mais d'ailleurs en parlant de projet, tout ça, le fameux, livre Mangashi. D'ailleurs le titre en fait, avant de lire, moi je savais pas qu'en fait, un magazine de prépublication, t'appelais ça un mangashi. Moi je pensais franchement, je me dis: «Ah putain, il est bien trouvé le jeu de mots». Mangashi, peut-être c'est du gâchis, dans le sens pas de prépublication en France, tu vois? Je me dis: «Il y a peut-être un double sens» et c'est en lisant le bouquin que je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout ou peut-être que si, mais en tout cas je pense la volonté c'était vraiment de mettre ce titre-là pour, dire: «Bah voilà, ça parle de ça». Et du coup, comment tu t'es senti à la genèse du projet? Comment tu te sens aujourd'hui après sa publication? C'est un peu bizarre. Là, il y a pas vraiment de genèse parce que le projet, ça a été une lente évolution depuis, ce que j'explique dans la préface ou postface du livre, je sais plus où je l'ai Ouais, mis. tout à fait, ouais. En gros, au départ, c'était une vidéo que j'ai fait sur, YouTube parce que, je l'ai fait en 2017, donc elle commence à dater. C'est la Et vidéo l'idée, sur c'était l'histoire de que la BD, c'est ça? ouais, c'était un peu Qu'on avait d'expliquer faite pour l'histoire de la la vidéo BD. Bakuman, c'est ça? À la Non, base? C'est c'est pas pas celle-ci, celle-là? OK, c'est une encore plus vieille. Et OK. l'idée, c'était d'essayer d'expliquer un peu comment fonctionne le système d'édition japonais, avec les différences, notamment pour vraiment schématiser à balle, c'est que en BD franco-belge, il y a un ou 2 auteurs globalement. En comics, il y a souvent un auteur, par tâche, donc un scénariste, un dessinateur, un coloriste, un encreur, et cetera. C'est Et ça. au Japon, on avait ce truc il y a le maître, le mangaka, celui qui a son nom sur le manga, qui fait les storyboards, qui fait les très grandes lignes. Après, plein d'assistants anonymes, généralement.
et qui, eux, vont s'occuper de coloriser, enfin de faire l'ancrage du coup, parce qu'il n'y a pas de couleur, mais de dessiner les décors, de faire les détails et tout ça, qui n'ont pas besoin de la patte spécifique du maître. Et je voulais un peu faire ce truc-là, et cette vidéo m'a amené à me dire, pourquoi on n'a pas de Shonen Jump en France, et accessoirement de magazines de prépublication. Et donc j'y réponds très très succinctement dans cette vidéo. Et en fait, en re-regardant la vidéo quelques mois ou quelques années après, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais creuser un peu plus, vraiment faire un focus sur cet aspect Ouais, prépublication. ouais, ouais. Et pour le fun, quand j'étais en deuxième année de métier de l'édition, donc j'avais un peu plus de tips de par les cours aussi, etc., de comment ça fonctionne, Ouais, je ouais. me suis dit, tiens, je vais écrire un article juste vraiment pour le fun, que j'ai d'ailleurs pas publié, qui a juste été imprimé pendant mon stage en imprimerie où je m'étais entraîné à le mettre en page, etc., comme dans un magazine. OK. Et j'ai fait ce truc-là. Et faut savoir que j'étais déjà en deuxième année de DUT, donc à ce moment-là, j'avais déjà mon sujet de mémoire pour le DUT. J'étais OK. lancé dans les recherches de DUT, et cetera. Et en fait, ce sujet, je me suis dit: «Putain, mais en fait», même après avoir relu l'article, j'ai fait: «Mais en fait, l'article, ça il manque trop, en fait, encore dedans. C'est pas possible». Et en faisant quelques recherches de plus, je me suis dit: «Mais en fait, là, c'est pas juste un gros article que je peux encore, retravailler». Je me suis dit: «Là, il y a clairement un truc pour faire un mémoire». Je me dis: «Mais là, c'est trop tard pour en faire un mémoire là-dessus, je suis déjà lancé». Et je me suis dit: «Bah, écoute, en licence, il y a pas vraiment de mémoire, c'est un truc un peu plus professionnel. Par contre, si je vais en master, OK, je fais ça. Je ferai sur la prépublication». Et il s'avère que, bah, j'ai fini par faire le master d'édition. Donc, en fait, ça a été un double sens parce que d'un côté, j'avais envie de faire le master, et en même temps, savoir qu'il y avait le mémoire qui m'attendait m'a donné aussi envie de faire le master pour avoir comment dire? Une excuse pour le faire plutôt que de vraiment le faire juste en projet à côté d'un travail. Ouais, Là, il en y fait, avait ce truc de: c'était «Ouais, c je prends du temps ouais, ouais, pour c'est le ça. faire, de toute façon, j'ai pas le choix parce que de toute façon, c'est un coefficient 8 ou 10, je crois, pour mon diplôme. Donc, Ouais, ouais, bah, ouais. je suis obligé de prendre ce temps-là pour le faire». OK. Et en même temps, comme je savais, j'étais quasiment sûr que j'allais l'auto-éditer. Bah, je sais que l'auto-édition, c'est galère parce qu'il y a pas de regard extérieur, même si je peux demander des conseils. Et je me suis dit: «Bah, nickel, comme ça mes 2 directeurs de mémoire qui sont spécialistes en BD, ils vont relire, ils vont s'assurer qu'il y a pas de grosses bêtises dans ce que je raconte, et ça apportera d'une certaine manière un regard éditorial que moi j'aurais pas en tant qu'auteur et éditeur à la fois. Ouais, non, bien sûr. En tout cas le recul sur le fond du texte, quoi. Et donc en fait, je suis vraiment arrivé avec cette idée de mémoire, assumée, en mode je profite du mémoire pour en faire un prototype de livre, heu, que je savais que j'allais devoir retravailler pour retirer quelques notes de bas de page auxquelles je peux pas couper quand tu es en universitaire avec des références partout. J'ai réécrit quelques petites choses. Entre-temps, il y a eu quelques nouvelles informations que j'ai ajoutées, mais voilà, j'ai assumé, et mes profs étaient au courant et ont accepté ça, que voilà, c'était mon mémoire, je l'ai bossé à fond, mais c'était aussi un prototype pour un projet plus vaste. OK. Mais quand on se lance dans un livre comme celui-là, tu vois? Parce que, enfin, c'est assez costaud, je trouve, pour un premier er un 1er ouvrage, tu vois? Mais par quoi on commence justement? Parce que tu me dis: «Ouais, voilà, j'ai une fois écrit un article, voilà», mais quand tu dois te lancer vraiment dans la recherche avec pour but de faire un mémoire, tu commences par quoi dans un projet comme ça? Alors, j'ai pas commencé comme j'avais «vachement d'avance» entre guillemets, comme en fin de DUT, je savais déjà que j'en ferais quelque chose de plus. Ouais. J'ai eu toute l'année de licence encore en plus, et même plus ou moins de M1 parce que le mémoire se fait surtout en M2. Du coup, j'ai eu 1 an et demi, 2 ans de je bosse dessus sans bosser dessus. Donc en fait, dès que je tombais sur un article sur internet qui en parlait, tac, je le mettais en favori, je regroupais, je faisais des fois, il y avait miraculeusement que j'avais un peu plus de temps et d'engouement pour le sujet, je me mettais pendant une semaine à plus me faire de la recherche, à lire, et cetera. Et en fait, pendant ces 2 années, j'ai pas mal collecté des articles et des ouvrages que j'ai entassés, que j'ai achetés ou dont j'ai noté les références. Et quand en fin de M1, début de M2, il a fallu que j'attaque vraiment le truc de: «Bon, là on s'y met», j'avais déjà une palle comme as à lire de gros bouquins sur le manga, beaucoup sur la BD aussi, parce que sur la BD, je Ouais. partais de plus loin que sur le manga où j'avais déjà des refs, j'avais déjà écrit des choses dont je pouvais me resservir. Et en fait, j'avais déjà «avancé mes pions» entre guillemets, Ouais, et ouais. je savais à peu près ce que j'allais faire. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir tout ce travail en amont et ce temps, d'avance, de pas être obligé de bosser à fond dessus, juste de collecter, de faire de la veille petit à petit et de collecter des données. Typiquement, un des livres dont je parle beaucoup, qui est celui-ci, qui est ma grosse source en matière de bande dessinée, qui est publié de la bande dessinée, de, OK, heu, de Sylvain Lesage, OK, qui a fait c'est sa thèse en fait sur le sujet.
Ouais, et ouais. qui parle beaucoup des tirages, et cetera. Je crois que je suis tombé dessus quand j'étais en fin de DUT et je l'ai lu en fin de DUT et j'avais déjà annoté, pris plein de trucs et avant le mémoire, je l'ai refeuilleté certains passages où c'était pas clair mes prises de notes, mais j'ai pas eu besoin de le relire. J'avais 2 ans avant fait suffisamment travaillé Ouais, pour voilà, avoir c'est ça. tout noté. Donc voilà, j'ai eu la chance entre guillemets, enfin de la chance et en même temps bien organisé parce qu'il y a aussi un peu ça de préparer. C'est un travail que j'aurais pas pu faire si j'avais fait uniquement ça en En 2 ans? master, avec les 2 Ouais, années de en master, master, ouais, ouais. et à peine 2 ans, parce que le mémoire, on nous en parle à la moitié du M1, ça aurait été impossible à faire, clairement. OK. Mais du coup, sachant que, finalement le livre, il parle pas que de manga, il parle aussi de BD franco-belge, tu vois? Et enfin, il parle de BD en sens large même, je me suis dit, tu sais, à la manière de Scott McCloud, tu as pas à un moment envisagé de le faire en bande dessinée pour raconter justement toute l'histoire du manga et expliquer ton propos? C'est que ça, je pense que ça pourrait être un vrai rêve de l'enfant passionné au fond de moi. OK, Le livre L'Art invisible de Scott McCloud, je crois que c'est le livre le plus important de ma vie, qui a OK. fait que je me trouve là aujourd'hui. Il y a vraiment eu un avant-après quand je l'ai découvert, et je l'ai découvert totalement par hasard en plus. Donc je trouve que ça renforce ce côté de tu t'attends pas à ce que tu vas lire en fait. Donc la surprise est d'autant Ah plus non, bien grande. sûr. Et vraiment ce truc de même Economics, qui est une BD qui explique l'économie, Ouais, qui tout à est fait, ouais. hyper intelligente, hyper bien foutue. Moi, ça serait mon rêve d'avoir mon Un livre ouvrage, adapté, bien fait, parce que je trouve qu'il y a une mode qui est pas mal dans l'absolu de beaucoup de contenu de vulgarisation en BD. ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup, malheureusement, c'est juste une illustration du contenu, c'est pas vraiment de la BD, ça fonctionne Ouais, pas, le non, bien découpage est sûr, trop raide. Mais vraiment d'avoir un truc de la qualité de l'art invisible ou d'Economics, mais si ça arrive un jour, voilà, bah le goal est, je peux mourir en paix. mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce qu'avec Scott McCloud, moi, quand je l'ai découvert, alors moi, j'ai pas eu cet effet-là avec Scott McCloud. J'ai bien aimé le livre, mais sachant que j'avais déjà fait des études en bande dessinée, et cetera, en fait, c'est beaucoup de notions que j'avais déjà avant de mais je trouvais que le livre était très bien fait. Par contre, je sais pas si tu l'as lu, mais celui-là, je t'invite à le lire, et celui-là, chez moi, il a eu vraiment, mais moi, c'est plus en tant que volonté de faire de la BD, qu'il y a eu un avant et un après. Ça a eu un gros Ouais, impact sur moi. C'est les clés de la bande dessinée de Will Eisner, et le truc le plus incroyable dedans, c'est que en fait, c'est pas illustré avec une planche qui illustre le propos, c'est illustré avec des planches, qu'il a lu enfin, ses propres planches qu'il a analysées et qu'il a ouais. décortiquées pour expliquer comment il avait fait, qu'est-ce que ça voulait dire, la construction et cetera, ce qu'il voulait représenter, et c'est des exemples qui ont été publiés réellement, et donc du coup, c'est des trucs que tu peux retrouver chez un libraire ou quoi après pour aller, te documenter et cetera. Donc ça, je sais pas si tu l'as lu, mais je te le recommande fortement parce qu'il Je est les il est ai vraiment génial. j'ai la vieille édition en 3 volumes, et du coup, ça fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup de concepts m'avaient été introduits par Scott McCloud, donc j'ai eu moins la découverte totale. Ouais, ouais, ouais. Et, et les BD de Will Eisner sont. Ils sont Ça va. incroyables, c'est un J'ai génie même ce fait type. un exposé en cours de littérature, toujours dans ce DUT d'édition. J'ai fait un exposé sur un pacte avec Dieu. J'avais tanné ma prof à nous obliger, entre guillemets, à lire un livre pour le cours de littérature, et j'avais dit est-ce que vous êtes chaud pour que je fasse un roman graphique? Parce que c'est vraiment mon domaine et j'ai envie de m'améliorer. Et hyper gentille, elle m'avait dit bah ouais, vas-y, fais ton oral sur une bande dessinée. Elle avait validé le choix. Et j'ai fait OK. une bête d'oral quand j'avais eu 17 ou 18. J'étais trop content. Elle avait posé plein de questions et Bah, tout. en même Enfin, temps, elle est arrivée sur ton terrain, tu vois? Enfin, elle t'a mis sur ouais, ton c'est ça. terrain, tu es Et arrivé en mode: franchement, «OK». et tout. Enfin, le livre était incroyable à lire. J'ai beaucoup découvert Will Eisner grâce à cet exposé. Et l'exposé était trop cool à faire. Enfin voilà, c'est plein de bons souvenirs du coup. Ah, j'imagine. Mais, tu vois, moi, avant de lire le livre, je m'attendais vraiment à lire un ouvrage qui allait traiter que de la problématique du pourquoi il y a pas de, comment dire? Pourquoi il y a pas, de prépublication du manga en France, tu vois? Et du coup, quand j'ai commencé la lecture du livre, bah, j'ai pu découvrir que tu nous racontes aussi, bah, l'histoire du manga, l'histoire de la BD, avec énormément de faits historiques, et ça, c'est un gros point positif, je trouve, du livre, parce que tu as vraiment super bien fait ça et tu as bien vulgarisé ça de manière à ce que ce soit hyper clair pour, n'importe qui, et c'est pas facile justement, de faire ce genre de choses, et franchement, je te félicite pour ça parce que, vraiment, j'ai lu ça, je me dis: «C'est génial». Genre, je lisais, je me faisais pas chier, tu vois? J'étais vraiment, et je comprenais, tout était clair. Mais tu parles des makimonos,
Kusazoshi, de Rodolphe Töpfer, d'études statistiques du marché, tu vois? Et combien de temps ça t'a pris concrètement au total, donc plus les 2 années de master qu'on sait déjà, mais en amont, parce que tu as parlé en amont, mais tu as pas vraiment est-ce que tu as vraiment une idée précise du temps que ça t'a pris pour faire un tel projet? Parce qu'il y a c'est tellement dense pour moi. Enfin moi perso, je me verrais tellement pas, capable d'écrire un truc pareil que je me dis: «Putain, ça a dû te prendre une éternité, peut-être 10 ans», tu vois ce que je veux dire? En vrai, je sais pas du tout. Heu, je sais pas exactement, je dirais que ça a commencé, au début des études supérieures quand, j'ai commencé à lire les premiers livres. L'histoire du manga de Karen Nishimura Poupée, était vraiment une de mes premières lectures vraiment sur, c'est quoi le enfin, c'est OK Naruto, Bleach et tout ça, c'est très cool, mais c'est quoi le D'où manga? ça C'est quoi vient? son Ouais, ouais. histoire? Ouais, d'où ça vient? Et j'ai vu ce truc, ce pavé en gros poche de 430 pages. J'étais là: «Mais à quel moment? Genre, je kiffe le manga, mais genre 430 pages, enfin». Ouais, ouais. Et en fait, j'ai lu le truc, mais et je le lisais en allant tous les matins en cours dans le tram. J'avais une grosse demi-heure de tram et je lisais un chapitre tous les jours pendant peut-être 2-3 mois. Et genre, mais j'ai failli louper mes arrêts d'école plusieurs fois parce que j'étais dedans malgré le bruit, malgré le truc. Je plongeais dans cette histoire du manga et l'écriture de Karen Nishimura Poupée m'emmenait là-dedans de manière. Enfin, il y a plein d'auteurs qu'elle citait et en plus, il n'y a aucune illustration. Et donc, des fois, c'est un peu difficile de savoir un peu de qui on parle. Et malgré ça, j'avais l'impression de suivre de manière super claire ce qu'elle raconte. Donc, je sais pas du tout si j'atteins un tant soit peu son niveau, ne serait-ce qu'à sa cheville, mais ce que tu me dis me touche beaucoup parce que c'était vraiment ce côté, voilà, à la fois très personnel, de faire une synthèse, effectivement, de tout ce que je sais, en tout cas de tout ce qui me semble important sur l'histoire de la BD et le manga, sans pour autant que ce soit déconnecté du sujet de la prépublication malgré tout. C'est pour ça que je repars aussi loin dans l'histoire. Et, et en même temps, je voulais que ça soit hyper accessible. De pas faire un truc de taiseux, déjà parce que j'en ai pas les capacités, parce que ça m'intéresse moins. Il y en a qui font 1000 fois mieux que ce que je pourrais le faire. Et aussi parce que j'ai pas envie que ça soit un livre qui parle que déjà à des gens qui ont lu 10 autres bouquins sur le sujet, mais justement des gens qui pourraient s'y intéresser et qui, grâce à ce livre, qui va leur servir de porte d'entrée en fait. Mais honnêtement, voilà, moi, étant une personne qui a déjà lu 3 livres sur le sujet, eu des cours d'histoire de la BD, en tout cas quelques notions, etc., sur l'art aussi, Topfer et tout ça, c'était des termes. En tout cas, sur l'histoire de la BD franco-belge, je pensais vraiment, je me disais, ouais, je crois que je connais suffisamment, je vais pas apprendre grand-chose. Mais finalement, non, j'ai appris des tas de trucs. Pareil pour l'histoire du manga. Et moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que finalement, le point qui réunit tous ces types de lectures, c'est qu'à la base, c'était des magazines satiriques, en fait. Ils Ouais, ont tous démarré de là et finalement ils ont tous évolué à un timing différent, à un rythme différent, mais ils démarrent tous du même truc, tu vois? Et ça, je trouvais ça incroyable. C'était vraiment le point qui rassemble tout, c'est ça et ça, tu vois, je savais pas, tu vois? Cette subtilité-là de savoir que ça venait de là et tout, j'avais pas poussé le truc aussi loin. Non, non, franchement, c'est vraiment trop cool, tu as fait un super boulot, donc sache-le. ah merci. Et Et puis cette construction en miroir, en fait, est vraiment importante dans le livre sur les 2 premières parties. Et c'est pour ça il y a autant de chapitres dans les 2 premières parties et qui généralement ont la même base de titre à chaque fois. Le chapitre 1 et le chapitre 9, du coup, qui sont respectivement les 2 premiers chapitres donc, du manga et de la ouais, bande tout à dessinée fait. belge, s'appellent pareil et c'est comme ça pour tous les chapitres. Parce qu'en fait, en m'intéressant surtout à l'histoire de la BD, puisque quand j'ai découvert l'histoire de la BD, je me suis dit, putain, mais en fait, les deux histoires sont quasiment les mêmes. C'est terrifiant, en fait. Il y a juste eu un point de bascule, je dirais à peu près au niveau des années 70-80, quand Mmh. les recueils et le mix média s'est développé ou pas, justement, dans un pays ou l'autre. Mais pratiquement simultanément, parfois avec des variations au niveau de quelques dizaines d'années au niveau des dates, mais globalement, on a quasiment les mêmes trucs. Enfin, alors il y a des influences mutuelles, mais pourtant pas non plus énormément il n'y a pas spécialement de grosses collaborations ou Non, non, bien sûr. on regarde ce que fait le voisin pour le copier. Et en fait, c'est ça qui m'a, ne serait-ce que par rapport quand le manga est arrivé dans les années 90, de tout de suite avoir, ah bah c'est de la sous-BD, c'est en noir et blanc, ça se lit à l'envers. En fait, ça n'a pas lieu d'être. L'histoire de ces deux types de BD sont quasiment les mêmes, je trouve, dans les grandes lignes. Et c'est ça qui m'a choqué, et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant aussi dans le livre, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je reviens aussi loin dans le temps, outre le fait de, Ah, tout à de fait. kiffer et de m'en servir de notes personnelles pour avoir un condensé de tout ce que je voulais retenir.
Mais tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte aussi que finalement, les réactions de «Ah, c'est de la sous-BD», c'est un peu cyclique. Parce que moi, je me souviens d'avoir entendu des propos même de personnes, journalistes de la bande dessinée et cetera, dire, «Oui, mais la bande dessinée en, financement participatif, c'est de la sous-BD, c'est pas de la vraie BD. La bande dessinée numérique, c'est pas de la vraie BD» et cetera. Alors qu'aujourd'hui, finalement et ça, on t'en parle justement sur la fin du livre, la bande dessinée numérique qui devient de plus en plus quelque chose qui se consomme, et de voir, bah, que finalement ça change, mais à chaque fois, il y a toujours ce réflexe de vieux con de se dire, «Ah non, c'est nouveau, c'est sûrement nul à chier, enfin, c'est de la sous-marque, c'est de la sous-BD, c'est de la sous-machin, sous-culture» et tu te dis: «Bah non, finalement, c'est juste, le support qui change, mais la volonté, et l'idée derrière est la même, quoi» et Mais donc ça, je pense que c'est un bon indicateur de manière générale, hein, à partir du moment où on parle d'entreprendre quelque chose, quand les gens installés commencent à rager un peu fort, c'est qu'en fait, on est sur la bonne voie, contrairement à ce qu'ils en disent. complètement, ouais. Sinon, ils ne Complet prendraient pas le tout temps à fait. de crier autant et d'autant le dénigrer. Tout à fait. Mais justement, le contenu, participatif, parlons-en parce que tu l'as expliqué dans le livre, mais pour ceux qui l'ont pas encore lu, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le financement participatif pour le livre? Parce que moi, pour avoir lu le livre, je me dis: «En fait, ce livre, il a toutes les qualités pour passer en maison d'édition classique qui aurait pas forcément besoin d'un contenu, enfin d'un financement participatif». Qu'est-ce qui a guidé ton choix? J'y réfléchi parce que alors certes, en financement participatif, en théorie, l'auteur gagne beaucoup plus, Ouais, que aussi. quand il cède ses droits. Ça, on parle en termes de pourcentage. Après, ramener à la somme, pas du tout. Généralement, en financement, les gens qui s'auto-éditent vendent en moyenne 22 exemplaires et les livres édités vendent à 1400. Donc, Ah ça, ouais. c'est un gap énorme. Bon, dans ces statistiques, dans l'une comme de l'autre, dans les 22, il y a les gens qui vont vendre à un ou deux exemplaires qui tirent vers le bas, et dans les 1400, il y a les quelques best-sellers qui font un peu gonfler. Mais on voit quand même qu'il y a quand même un écart de dingue. Donc, même si tu gagnes 70% sur tes 22 exemplaires, tu gagneras moins que les 8% ou les 7% que tu as sur tes 1400. Ouais, tout à C'est fait. indéniable. Et tu as fait combien Mais d'exemplaires toi, au total avec le j'en contenu ai fait participatif? 500. 500. Au départ, je comptais en faire 100, ce qui me paraissait déjà énorme, Ouais, à fond. avec un objectif de 1500 €, en me disant: «Bon, allez, peut-être on va aller chercher les 2000, mais je pense qu'à la fin du mois, il y aura peut-être 1300, 1400, il faudra un peu aller chercher pour les derniers 100 € et tout». On Et a fini à finalement, ouais, c'est ça, 7 7000 et 846 €. quelques, quoi, c'était C'est dingue. pratiquement 8000. Enfin, c'est hallucinant, ce qui fait que j'ai pu pousser le tirage à 500. Il y en a quasiment 250 déjà de partis, donc enfin 2,5 fois le tirage que je prévoyais au départ qui sont vendus, Ouais, et donc ouais. 5 fois le tirage initial. Enfin, rien que pour ça, je considère que c'est une super réussite, tant financière pour le coup que d'estime. Mais j'ai longtemps hésité pour le coup, parce que je me suis dit, bah, en fait, effectivement, peut-être que ça pourrait se vendre. Et l'un des 2 professeurs qui m'a suivi sur le projet, pensait aussi. Lui me soutenait sur les 2 versions, parce que pour lui, quoi qu'il arrive, c'était une bonne idée. Mais en fait, je me suis dit: «Bon, OK, c'est du manga, mais ça reste quand même hyper de niche, le sujet, parce Ouais. que c'est l'histoire, c'est le marché, il y a pas d'image, c'est vraiment un livre de 270, c'est un essai de 270 pages». Ouais, Donc c'est même si sûr ça que parle le de public est manga, ciblé, quoi, enfin, voilà, même si ça parle de manga, ça reste avant tout un essai de presque 300 pages. Donc à partir de là, c'est compliqué, sachant que le public manga qui consomme de l'essai est encore assez jeune, parce que les premières personnes qui peuvent être intéressées commencent tout juste à avoir l'âge ou l'intérêt qui s'éveille pour lire ça de manière générale. Alors il y a quelques plus vieux, mais je veux dire suffisamment pour créer un marché, même qui est une niche, qui soit quand même suffisamment importante. Donc le marché reste encore très tranquille, on va dire, à ce niveau-là. Donc je me suis dit, c'est compliqué, et puis un peu, en fait, j'ai rapidement balayé l'idée en me disant: «Quoi qu'il arrive, c'est mon projet, ça fait au moins 5 ans que je suis dessus». C'est un à la je me suis servi du mémoire de master d'édition pour le faire. Je me suis dit: «Voilà, ça va être aussi 5 ans de travail de recherche, enfin de la synthèse de 5 ans de travail de recherche, mais aussi la synthèse de 5 ans d'études et de travail dans l'édition. Où j'en suis? Qu'est-ce que je suis capable de faire par mes propres moyens?» En termes de autour du livre, en termes de rédaction, en termes de conception éditoriale, en termes de commercialisation, en termes de mobilisation de réseau, où j'en suis, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et je me suis dit, ça me servira à me challenger. Et donc rapidement, je me suis dit, ben voilà, je tente, quitte à vendre moins,
quitte à ce que ça soit plus dur. C'est pas grave si je suis pas dans les librairies, mais je préfère garder le contrôle. Ça fait 5 ans que je suis sur le projet, que j'ai tout géré tout seul. J'ai pas envie de perdre le contrôle sur le produit fini, juste pour mettre un nom d'éditeur par-dessus. Et voilà, je regrette pas. C'est compliqué d'être en librairie. Je suis dans 4-5 librairies en France chez qui je fais du dépôt et après je vends le livre sur Internet. Mais ça donne clairement moins de visibilité. Et en même temps, voilà, il y a ce Ulule qui a super bien marché et c'est une victoire personnelle plus qu'un chiffre de vente, je pense, que pourrait me donner un éditeur. Bah, d'où aussi, la boutique, Crowdfunding qui est une super, Oui, boutique, à Lille. Moi, c'est très drôle la manière dont j'ai découvert ça. C'était mon enterrement de vie de garçon parce que oui, depuis je suis marié. ouais, tu m'as raconté. Donc c'était pour mon enterrement de vie de garçon. Je vais à Lille avec, mes meilleurs amis, témoins, tout le tralala, voilà, et juste, on s'est baladé en début de journée, le temps de rejoindre tout le monde et je vois Crowdfunding. Je dis: «Bah, tiens, c'est quoi ça?» Et je suis allé dans la boutique et alors, je rentre dedans et je vois qu'en fait, c'est un gars tout seul qui a une boutique qui va chercher des livres de personnes qui font, des bouquins par, du contenu participatif, du financement, pardon, participatif. Il achète les bouquins et il les revend ensuite et de temps en temps, il fait venir les auteurs pour des dédicaces et cetera. Et d'ailleurs, ce jour-là, ce que je l'ai mis, ici. Ce jour-là, j'avais en fait, pendant mes études d'art, à Bruxelles, en BD, en fait, j'avais la BD, d'un pote qui était là en vente, c'était le dernier exemplaire. Du coup, je l'ai acheté et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Mec, je suis à mon enterrement de vie de garçon, j'ai trouvé cette boutique complètement par hasard et j'ai acheté le dernier exemplaire de ta BD». Et il m'a dit: «Attends, mais ton histoire est incroyable, genre, enfin, c'était, et donc quand j'ai Attends, vu que c'était l'anecdote sert, hein. de quoi? L'anecdote sert, la preuve. Genre Ouais, là, ouais, là, non, c'est c'est ça. une anecdote Et de dingue. quand j'ai vu que le gars de Crowdfunding, parce que je l'ai suivi sur Instagram, avait posté, qu'il y avait Mangashi, tout ça, j'étais: «Ah trop bien», genre, je repensais à ce moment-là, je me dis: «Ça se trouve, genre je vais aller un jour à Lille et je vais voir, je vais te voir en dédicace» ou un truc comme ça, tu vois? Non, mais franchement, vous pouvez en tout cas pour les amis de Lille, vous pouvez aller là, il est là. Je sais pas si tous les exemplaires sont encore vendus, enfin sont déjà vendus, mais je pense qu'il doit en rester encore. Source infinie d'histoires trop cool. Derrière les bulles, c'est là qu'on roule. Comics en pagaille, univers au mille. Navigue à travers des mondes